Le MAG des chrétiens en action dans le Lot-et-Garonne. Le MAG des chrétiens en action sur Espoir FM, c'est maintenant. Des engagements solidaires, humains et citoyens. Infos et témoignages. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Élodie Sauvage-Férézin. Bonjour Élodie. Bonjour. Je vous reçois dans le cadre de cette émission des chrétiens en action dans le 47. Vous êtes bien connue dans l'Agenais pour vos créations d'associations, d'entreprises. Nous préciserons ça tout à l'heure. Mais d'abord, je pense que vous ne cachez pas que vous êtes une chrétienne engagée. Je serais intéressée, nos auditeurs aussi, je pense, si vous pouviez nous parler de cet engagement. Est-ce que vous êtes née dans une famille chrétienne ou comment s'est passé ce qu'on peut appeler une conversion ? Élodie. Ça commence sur les chapeaux de roue, cette interview. Je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Je suis née dans une famille qui a beaucoup de valeurs et des valeurs humanistes et de solidarité. Et quand mes parents ont divorcé, ma mère a fait une démarche de foi. Elle est devenue chrétienne. Et moi, j'avais décidé pendant toute mon enfance d'être neutre. C'était le statu quo, ce qui m'évitait de choisir entre mon père et ma mère, puisque quand on est enfant, c'est aussi un sujet, la foi, qui touche à la construction de l'identité. Donc, jusqu'à mes 18 ans, j'ai tenté d'être neutre. Et c'est pas possible d'être neutre avec Dieu. Et de 18 à 20 ans, j'ai eu un cheminement où j'ai expérimenté qui j'étais. J'ai eu besoin de faire mes propres expériences. Et pendant ce laps de temps, j'ai rencontré Dieu. Et donc, à 20 ans, je me suis convertie. Rencontrer Dieu, c'est un peu énigmatique, ça. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu comment on rencontre Dieu ou comment vous avez rencontré Dieu ? J'ai commencé à faire des petites expériences de lui parler, de prier, de lui demander s'il existait, qu'il se révèle à moi. Parce que vous étiez dans un besoin personnel d'une situation où vous aviez vraiment besoin d'appeler au secours, quelque chose comme ça, non ? Alors, le besoin personnel, je pense qu'on l'a tous à un moment donné de notre vie, que tous les êtres humains sur Terre ont foi en quelque chose, parce que sans la foi, quel est le sens de se lever le matin ? Et derrière cette foi, je me suis dit... ça me paraît de plus en plus improbable que le monde existe juste pour lui-même, qu'il n'y ait pas quelque chose de supérieur qui l'ait créé, qui régisse l'univers, comme une horloge qui fonctionne a besoin d'un horloger. Et donc, pour arriver à résoudre cette énigme, j'ai commencé à m'adresser à Dieu, à questionner Jésus, à lire la Bible. Et petit à petit, d'expérience en expérience, j'ai commencé à ressentir une paix, une joie, à me dire, mais là, je prie et je vois qu'il y a des choses qui se passent, je ressens qu'il y a des situations qui bougent, je ressens qu'il y a des choses qui, dans mon cœur, s'apaisent. Et donc, j'ai expérimenté Dieu en le mettant parfois au défi de dire, voilà, si t'existes, montre-moi, j'ai besoin de voir, j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de comprendre. Jusqu'au jour où j'ai eu une rencontre personnelle. Et c'est le jour où j'ai été convaincue qu'il existait, convaincue que j'étais digne d'être aimée, convaincue que j'avais de la valeur à ses yeux. C'était important pour vous d'avoir cette réassurance de votre valeur ? Alors, pour parler de réassurance, il faut avoir l'assurance de l'avoir. Et moi, en tout cas... en tant que jeune adulte, j'avais pas du tout conscience de ma valeur. Même j'avais l'impression que ma vie n'avait pas d'intérêt. J'avais l'impression que je ne servais à rien. Et du coup, je me suis même souvent à cette période de ma vie posé la question, qu'est-ce que je fais sur Terre ? Et c'est à ce moment-là où Dieu a pu poser des jalons dans ma vie, restaurer des choses en moi, parce que comme beaucoup d'êtres humains, on peut avoir des blessures, on peut avoir vécu des situations douloureuses et traumatisantes, et il y a besoin de les traverser, il y a besoin de les guérir.
et il y a besoin d'être restauré. Et c'est tout ce travail et ce cheminement que j'ai commencé à entamer avec Dieu à l'âge de mes 20 ans, qui d'ailleurs continue, puisque je pense que tant que je suis en vie, je suis en chantier. Voilà. Et donc, petit à petit, à 20 ans, j'ai fait cette démarche de foi, de dire à Dieu, ok, je te remets ma vie. Maintenant, c'est quoi le plan? Et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on travaille? Et qu'est-ce que je deviens? Et quelle personne adulte? Parce que l'avantage de rencontrer Dieu assez jeune, c'est que j'avais encore toute la vie devant moi et toute ma vie d'adulte à bâtir. Et du coup, ça m'a réaffirmé dans ma poursuite d'études. Ça m'a conforté dans des choix que j'avais faits qui correspondaient à des aspirations et à des capacités. Et de 20 à 25 ans, voilà, Dieu a opéré vraiment un grand changement dans ma vie. Et c'est un petit peu l'objet de notre rencontre aujourd'hui, de ce qui s'est passé à mes 25 ans. Oui, on serait intéressé de savoir quelles ont été vos formations académiques. Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Quelles sont vos compétences, les diplômes reçus? Qu'est-ce qui vous a permis après de créer ces assos, entreprises? Bon, ça demande une certaine compétence quand même. Donc, de la foi, oui, mais des compétences, n'est-ce pas? De la foi et des compétences. Donc, j'ai activé ma foi. Voilà, quand j'ai demandé à Dieu, c'est quoi le plan? Même par rapport à mes études, j'ai remis mes choix scolaires à Dieu, et donc j'ai eu à cœur de prendre des cours de sociologie. Donc je suis allée à l'université, et ça m'a vraiment intéressée de comprendre comment la société fonctionne. J'ai fait des unités d'enseignement en psychologie, puisque j'ai toujours été passionnée par l'être humain, dans son individualité et dans ce qui se passe dans la dimension collective. Relationnelle. Exactement. Ça m'a tellement passionnée qu'après avoir eu un master, j'ai continué en faisant un doctorat. Donc là, j'ai pu faire une thèse CIFRE qui était cofinancée par le CNRS et la mairie d'Agen, et je me suis intéressée particulièrement à la démocratie participative et comment, sur les sujets qui concernent le collectif, la place publique, on peut aller chercher des citoyens qui sont les invisibles. Et donc, j'ai travaillé pendant 5 ans à la fois en tant que chargée de mission, avec notamment les conseils de quartier sur la ville d'Agen, et à la fois en tant que chercheur pour écrire une thèse, et puis toutes les obligations scolaires liées à un doctorat. Et une fois que j'ai obtenu mon diplôme, doctorat, toujours en sociologie, une spécialité de sociologie. Hein. C'est ça. Donc on peut m'appeler docteur. C'est la petite blague sur les repas. Ça fait bien. Mais bon, s'il y a besoin de réanimation, j'ai fait mon certificat de premier secours, mais ça va s'arrêter là. Et du coup, effectivement, s'est posé la question de professionnellement, qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, c'était un moment charnière de ma vie. Donc j'avais 30 ans. Et je me suis dit, j'ai toujours été engagée sur Agen. J'ai toujours été engagée au niveau des associations, relationnellement parlant, puisque je suis née à Agen. Et donc, voilà, au lieu d'aller m'expatrier dans des grandes villes, Toulouse ou Bordeaux, pour être enseignant-chercheur, je suis restée à Agen. Et avec un doctorat en sociologie, j'ai donc eu à cœur de créer un emploi qui correspondait à ce que j'avais à cœur de développer sur le territoire. Ah bon? Et c'est là l'origine de stand-up? Non, il y a autre chose avant? Alors, l'origine de stand-up, ça date, c'était pendant mes études, mais c'est là l'origine du hangar, effectivement. Ah, d'accord. Donc maintenant, vous allez peut-être nous détailler un petit peu ces deux bébés, vos deux bébés. Alors, stand-up existe depuis 2010. Et donc, j'avais 25 ans quand on a lancé cette association avec plusieurs personnes d'Agen. Et l'origine de stand-up, c'est comment on crée du lien entre des personnes, des individus qui, sans ces espaces de rencontre, ne se rencontreraient pas. C'est parti au départ modestement déjà de chrétiens de plusieurs églises sur Agen, parce que à l'époque le constat c'est que à Agen il y a plusieurs églises, des chrétiens catholiques, des chrétiens protestants, et le dialogue est pas toujours évident, et puis c'est assez humain, chacun est pris dans sa routine et dans son quotidien de foi, de sa communauté, sa communauté, effectivement. Et comment on peut créer des passerelles
parce que je crois que, en tout cas, le Dieu dans lequel je crois est un Dieu éminemment relationnel. T'as pas fait sociologie pour rien, c'est sûr. Non. Et donc, comment on crée des passerelles, comment on permet de la rencontre, de la connaissance de l'autre et de la reconnaissance. Et donc, on a commencé par un événement qui était assez fédérateur, les réveillons de Noël solidaires, où on accueillait toutes les personnes seules sur les fêtes de fin d'année. Et là, on a vécu de super moments. Et je me rappellerai toujours sur les premiers réveillons, la rencontre avec une maman musulmane, parce qu'on a toujours fait attention de ne pas avoir du porc pour pouvoir respecter les croyances de chacun. Et on a eu un super temps de partage où elle m'expliquait que elle était reconnaissante qu'on fasse cet événement, parce que la culture de Noël, dans sa culture familiale, c'est pas ce qu'ils pratiquent. Et pour le coup, ils se sont adaptés en faisant Noël, mais Noël, c'était que synonyme de cadeau. Et elle avait à cœur d'apprendre à ses enfants ce que ça pouvait être Noël aussi pour d'autres cultures, pour d'autres religions. Et cette ouverture est venue vraiment asseoir la démarche de stand-up, de se dire c'est super ces temps de rencontres, d'échanges. Moi, je considère que j'ai pas à convaincre les gens. Dieu, il est assez grand pour convaincre qui il a besoin de convaincre. Mais par contre... Donc, pas du tout une démarche de prosélytisme, qu'on n'aime pas du tout maintenant, à notre époque, et même pas que à notre époque, je crois. L'être humain n'aime pas être manipulé d'une façon ou d'une autre. Et alors là, c'est Noël solidaire, ça consistait en quoi ? Donc on organisait un repas et chacun participait en donnant financièrement ce qu'il pouvait pour participer à ce repas. Donc un repas de fête, entrée, plat, dessert, avec selon les années, parce que le Covid a amené quelques modifications sur l'événement, mais on se retrouvait avant les travaux Armandie à 200 personnes à la salle Bodega du stand Armandie, où là on accueillait... Le 24 décembre, le soir, 24 décembre, au réveillon de Noël. C'est ça, on avait toute une équipe de bénévoles et des gens qui sont croyants, des gens qui sont musulmans, des gens qui sont athées, et c'est ok parce qu'en fait l'objectif c'est pas de dire on se reconnaît parce qu'on partage les mêmes choses, en tout cas en termes de foi et de croyance, c'est juste on se reconnaît parce qu'on a des valeurs communes et on a envie d'œuvrer ensemble, qu'on a une connaissance et une reconnaissance de nos différences, et c'est ok. Et c'est comment on amène ces différences à être des choses qui peuvent nous enrichir humainement, qui peuvent faire du lien les uns entre les autres. Et c'est vrai que sur ces événements, ça a été à chaque fois des moments de rencontre et de partage assez incroyables. Des engagements solidaires, humains et citoyens. Infos et témoignages. Donc, Élodie Sauvage-Ferezin, vous nous parlez des débuts de stand-up avec ces réveillons solidaires. Donc, on voudrait en savoir plus sur stand-up. Et donc, stand-up, de là, on a commencé à développer d'autres actions parce qu'on a commencé à tirer le fil de la solitude de notre époque et qu'on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de gens seuls. C'était pas une question d'âge, c'était pas une question d'argent, c'était pas une question de milieu social. On s'est retrouvés, par exemple, sur les réveillons avec une année sur deux, un couple divorcé, il n'a pas les enfants et donc il se retrouve tout seul. Il suffit que sa famille soit un peu éloignée, des personnes âgées qui ont des moyens et pour autant sont assez éloignées de leur famille, ou des jeunes qui débarquent dans une ville pour faire leurs études et qui n'a pas le soutien familial, et tout le monde n'est pas égal face à ce sentiment de solitude. Et vraiment, c'est ce qu'on a eu à cœur de travailler. Et là, je fais le parallèle avec ma foi. Dans ma conception personnelle de ma foi, je crois que j'ai le mandat de faire le bien autour de moi autant que ça dépende de moi. Que tout ce que je pourrais faire, que je puisse le faire. Et c'est ça qui me motive. Et chaque fois qu'on a perçu un besoin qui émanait de la société et qu'en face, on a eu des idées pour y répondre, c'est là où, en tout cas, je me suis sentie interpellée pour y aller. Et donc, c'est comme ça que stand-up s'est développé. Pourquoi stand-up ? Alors là, on va quand même pas se cacher de notre petite référence biblique. Stand-up, ça veut dire lève-toi. Et il y a un verset dans la Bible qui dit lève-toi et marche. Mais ça renvoie aussi à la responsabilité personnelle de chacun. À un moment donné, lève-toi, c'est une action personnelle. Bouge-toi. Voilà, je fais le choix de me lever, je fais le choix d'agir. Et je crois que la richesse de nos actions, c'est justement d'agir ensemble. Et quelles que soient les différentes croyances, quelle que soit l'origine des uns des autres, en se mettant d'accord sur le fait qu'on avait envie, par nos actions,
de changer les choses autour de nous. Est-ce que vous avez réussi à créer du lien entre les différentes communautés chrétiennes? Ce que vous disiez au début, qu'il y avait quelque part des murs entre les communautés, du fait des habitudes, on ne se côtoie pas forcément. Est-ce que stand-up a réussi et comment? Alors, je vais apporter 2 nuances. Je pense qu'on a réussi à créer des liens entre les différents individus de différentes communautés, et puis pas que des communautés chrétiennes ou que des communautés religieuses, puisque voilà, on travaille aussi avec des personnes qui ne croient pas en Dieu et voilà. C'est chouette aussi. Donc, c'était pas limité, l'objectif n'était pas du tout limité à créer du lien entre les communautés chrétiennes, même si c'était une des motivations du début. Voilà, c'était en fait, comme je l'ai dit, le petit fil qu'on a commencé à tirer du premier besoin qu'on a identifié, qui en fait était un besoin beaucoup plus large de créer du lien. Et après, est-ce qu'on a créé du lien entre les communautés? Moi, je crois qu'il y a plein de choses qui se sont faites en commun, puisqu'il y a toute une partie de stand-up qui concerne des événements entre les communautés, comme par exemple Bouge ta ville, qui était un événement assez fort qu'on a mis en place dans le cadre des 500 ans de la réforme. Oui. Et après, il y avait tout un tas d'événements où le seul objectif, c'était de permettre aux uns et aux autres de se rencontrer sans aucune dimension religieuse ou chrétienne. Il y a eu des tournois sportifs, je crois. C'est ça. Et les tournois sportifs où on mettait en avant la Coupe du Fair Play, des après-midi jeux de société, où tous ces événements, en fait, avaient pour but unique de permettre aux gens de se rencontrer dans un cadre bienveillant et sécure. Et c'est ces rencontres-là, qui avaient du coup aucune visée religieuses ou prosélytes, qui ont donné naissance au hangar, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on n'est pas dans une société où les gens sont individualistes. En tout cas, c'est notre postulat de départ. Les gens sont devenus individualistes parce qu'il n'y a pas forcément d'espace de rencontre et de rencontres sécures. Et si on propose des espaces de rencontre où les gens se sentent bien, se sentent être accueillis, se sentent eux-mêmes, alors les gens investissent ces espaces et il se passe des choses. Et stand-up, au départ, on n'avait absolument pas de local. On faisait 4 à 6 événements par an où on nous mettait à disposition des salles, l'espace public. Et face à la problématique de la solitude, on a été très vite débordés. Il nous fallait un local. C'était pas possible de faire des permanences les uns chez les autres. Un local pour avoir un objet plus pérenne, plus durable dans le temps, et pas seulement 4 événements par an, c'est ça? C'est ça, parce que face à cette problématique de la solitude et l'exclusion, seulement 4 à 6 événements par an, c'était insuffisant. Et on a eu beaucoup de personnes qui participaient à nos événements qui nous ont fait ce retour. Et donc, ça nous a motivés, puisque je suis pas toute seule. Là, on est ravis de ce qu'on a fait. Bon, la prochaine fois, c'est quand? Ah, puis c'est loin, c'est dommage, ça manque. C'est ça? C'est exactement ça. Et les gens qui disaient, mais nous, on a envie de se rencontrer plus. Enfin, les moments qu'on vivait les uns avec les autres, ils étaient tellement forts. Et surtout, là encore, je mets sous le prisme d'une personne qui vit seule. En fait, attendre 3 mois pour se revoir, c'était trop loin. Des engagements solidaires, humains et citoyens. Infos et témoignages. Juste une question très matérielle. Vous disiez au début de stand-up, vous étiez encore en études, mais il n'y a pas encore eu le poste créé au hangar qui vous salarie en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous viviez de quoi avec toutes ces activités bénévoles là? Quel était votre gagne-pain? Alors, il y a toute une partie où j'ai pu avoir des bourses et une bourse au mérite parce que j'avais d'excellents résultats scolairement. Et ensuite, quand j'ai pu faire la thèse CIFRE, j'avais un cofinancement avec le CNRS et la mairie d'Agen. Donc, j'ai commencé à percevoir une rémunération, un salaire de chargé de mission. Alors, débutant, mais du coup, pour un démarrage de carrière tout en finissant mes études, c'était suffisant. D'accord. D'accord, alors on arrive à la naissance du hangar. Voilà, on arrive à la naissance du hangar où stand-up, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins et qu'on était limité pour répondre à ces besoins. On a donc eu à cœur de se mobiliser pour créer un café associatif, puisque là, je parle d'une époque où on était en 2015-2016, où les cafés associatifs, c'était la grande mode. On a un grand frère, le petit bonheur, à Tonnes. Et là, on a commencé à réfléchir,
est-ce que la création d'un café associatif, ça répond aux besoins des Agenais et quelle forme devrait prendre ce projet. Et là, très vite, on s'est rendu compte qu'on risquait d'avoir une limite. Beaucoup de gens étaient prêts à s'investir bénévolement dans le lieu, mais quand on leur demandait combien de temps ils étaient prêts à accorder par mois, on était à 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Et là, on a vu un très gros risque, parce qu'on sait que pour qu'un projet fonctionne de cette manière, il faut absolument qu'il y ait une qualité d'accueil, qu'il y ait une constance dans l'accueil, et faire peser ce projet uniquement sur des bénévoles, ça paraissait risqué. Voilà, donc ça, c'était il y a combien d'années, ces réflexions-là ? On est en 2025, c'était il y a presque 10 ans. Voilà. Est-ce que, vu que l'émission avance, là, je suis toujours, pour nos auditeurs, en compagnie d'Élodie Sauvage-Ferrézin, qui nous parle de son parcours. Et là, est-ce que vous pouvez nous dire au jour d'aujourd'hui à quoi correspond ce hangar ? Nous, les Agenais, on connaît un restaurant un peu spécial. Donc, on a fait évoluer ce projet de café associatif en disant il nous faut un modèle économique derrière qui puisse financer des salariés. Parce que si on veut que le projet réponde à toutes les attentes qu'on avait perçues autour, en termes d'amplitude horaire, en termes d'accueil, on avait besoin de professionnels. Pas seulement des bénévoles. On est d'accord. Et du coup, aujourd'hui, au hangar, les salariés sont vraiment la colonne vertébrale du projet. Et les bénévoles viennent pour aider en cuisine, pour participer au service. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit appel aux auditeurs. Si certains parmi vous ont envie de s'essayer bénévolement à participer au service, en cuisine, vous êtes les bienvenus. Et on peut accueillir du coup tout type de personnes, quelles que soient aussi ses particularités, puisqu'on avait à cœur de travailler dans le champ du handicap, des addictions, travailler avec la justice dans le cadre de la réparation pénale. Vraiment d'être un lieu qui est ouvert à tous. C'est un peu dans l'esprit de stand-up depuis le début, d'être un lieu d'accueil inconditionnel. Alors, ouvert à tous par rapport aux clients qui viendraient consommer, manger et tout ça, mais ouvert à tous aussi pour les bénévoles qui viennent participer au projet ou pour les salariés. Il y a tous les profils sont étudiés et il y a de la place pour tout le monde. C'est ça. Et les profils où il y a besoin de grosses adaptations, on a mis en place des conventions de stage tripartites avec les structures médico-sociales avec lesquelles on travaille, où on peut faire un accueil complètement à la carte. Chaque personne qui a des particularités qui nécessitent une adaptation, on s'appuie sur les professionnels des structures médico-sociales pour créer un programme d'intégration qui permette à chacun de trouver sa place et d'être pleinement partie prenante de ce projet. Alors ça, c'est pour l'aspect humain. Mais il y a d'autres valeurs, je pense, au niveau fonctionnement, modèle économique dans le hangar. Peut-être rapidement, peut-être. Alors, le hangar est un restaurant anti-gaspillage alimentaire et coopératif. Donc effectivement, il y a d'autres particularités. On fait de la récupération alimentaire. Donc on travaille avec des grossistes, avec des producteurs locaux. Là encore, s'il y a des personnes en Lot-et-Garonne qui ont des invendus et qui ne savent pas quoi en faire, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter. Et c'est notre matière première pour la cuisine. Donc les cuisiniers jouent à Top Chef tous les jours. En fonction des invendus que nous avons récupérés, ils confectionnent des menus, entrée, plat, dessert, qu'on fait à 13 €. Et il y a toujours 3 choix d'entrée, 3 choix de plat, 3 choix de dessert, toujours une variante végétarienne. Et ça permet à chacun de s'y retrouver. Et quand on a un petit budget, parce que ça fait aussi le lien avec notre vision de la solitude et de l'exclusion, quand on a un petit budget, le premier poste que l'on va rogner pour faire des économies, c'est les sorties et les loisirs. Et le deuxième poste, c'est l'alimentation. Et pour essayer de travailler sur ces sujets, on a aussi mis en place un frigo solidaire. Et là, c'est toujours l'association Stand Up qui est mobilisée sur ce sujet, qui s'occupe de toute la partie projets sociétaux. C'est vrai que les deux projets sont liés parce qu'il y a ce hangar anti-gaspi avec une vision humaine, sociale, et ce resto et stand-up qui fonctionne pour faire de l'animation dans ce resto, c'est bien ça ? Exactement. Depuis qu'on a ouvert le hangar, les activités de stand-up ont du coup beaucoup évolué, puisque maintenant on a toujours des activités hors les murs, mais on est surtout mobilisé au sein du hangar. Stand-up a un agrément espace de vie sociale, donc ça montre aussi tout le travail de clarification qu'on a fait entre une association
Donc moi, en tant que présidente, je suis chrétienne et ça, c'est ma foi personnelle, mais un projet qui parle à tout le monde et qui est engagé sur le territoire. Et donc, on a un gros volet d'actions en lien avec la parentalité, l'accompagnement, l'animation. Et donc, tous les jours, quasiment, au hangar, il y a des animations, il y a des bénévoles qui proposent des animations à nos côtés, des activités, pour que chacun puisse être accueilli. Et la restauration n'est pas obligatoire. Il y a même des gens qui viennent juste boire un verre d'eau et ça crée du lien. Ça leur permet aussi d'avoir du contact humain dans leur journée. Oui, et puis on arrive à la fin de cette émission. On n'a pas parlé du hangar bus parce que le hangar a fait un bébé lui aussi. C'est ça. Donc le hangar bus, on l'a lancé en plein confinement, ce qui était un projet qui répondait à un besoin complètement contextualisé, d'aller faire de la restauration dans des communes rurales qui n'avaient pas de restaurant et dans un contexte où les gens avaient un besoin viscéral de se retrouver et donc ça a très très bien marché de fin 2020 à 2022 et ensuite en 2022 en Lot-et-Garonne en tout cas on a vu apparaître les marchés gourmands, ce qui est une très bonne initiative. Néanmoins tout un tas de petites communes sur lesquelles on allait ont capté ce service et donc le bus a eu moins besoin d'y aller puisqu'il se passait des choses. Donc on s'est retrouvés à changer un peu notre fusil d'épaule et à proposer des prestations pour des mariages, pour des anniversaires et à toujours venir quand des communes faisaient appel à nous. Donc voilà, le bus est en train un peu de se reconfigurer pour trouver son bon positionnement. Ok. Et des projets encore ? Vous pouvez pas vivre sans projet, vous, Élodie ? Alors, il y a des personnes qui sont très douées pour prendre soin d'un projet existant. Moi, j'ai l'impression que j'ai plus une âme de défricheur, d'aventurière. Donc effectivement, 8 ans de hangar, c'est génial. Et j'ai une super équipe en place au hangar qui prend soin du projet, soin des bénévoles, soin des actions qu'on a et qui travaille nos objectifs. Et ça tourne. Donc oui, moi, c'est quand même votre métier. Et vous avez du travail pour recruter, pour faire toutes les conventions dont vous parliez avec les autres structures et pour... c'est même plus moi qui fais les conventions. C'est même je dis le niveau d'autonomie de l'équipe. Je souligne que j'ai vraiment une super équipe à mes côtés. Ok. Donc ça me laisse le temps de venir discuter avec vous à la radio. Alors, c'est chouette. Votre vie chrétienne me donne l'impression d'être un long fleuve tranquille maintenant. Tout roule, tout fonctionne. C'est comme ça la vie chrétienne. Alors non. Ce qui est génial avec la vie chrétienne, c'est que l'image que j'en ai, c'est que comme tout le monde, on est soumis aux intempéries. Donc il y a des fois où il fait beau, et puis il y a des fois où on se prend la pluie, l'orage. Et des fois, je crois que c'est la vie chrétienne, c'est comment on apprend à danser sous la pluie. Ce que j'ai vécu... Parce que maintenant, ça fait 20 ans de conversion, 20 ans que je vis ma foi et que j'ai une relation personnelle avec Dieu. Au jour le jour, quelque part. Il y a cette dimension au jour le jour, de ne pas s'inquiéter du lendemain et de vraiment apprendre à faire confiance à Dieu, de vraiment considérer que quoi qu'il se passe, que ce qui se passe, ça rentre dans les plans que j'avais prévus ou pas, Dieu est souverain et que je peux lui faire confiance. Et même si je ne comprends pas pourquoi je traverse ces défis ou pourquoi j'ai une porte qui se ferme, je l'accueille. Et j'ai beaucoup travaillé ma résilience parce que, heureusement, que toutes les choses dans ma vie ne se passent pas comme moi je voudrais. Et chaque fois que ça se passe pas comme moi je voudrais, ça me donne une opportunité supplémentaire de travailler à rester en paix quand les situations peuvent me contrarier. C'est un super défi, ça. Voilà. Et ça donne aussi l'opportunité à Dieu d'être Dieu et de me montrer une porte que je n'aurais pas vue si c'était seulement mes plans qui se déroulaient sans encombre. Il n'y a pas de souci, votre Dieu semble être aussi votre Père avec un grand P. On est d'accord. Eh bien, Élodie Sauvage-Férézin, je vous remercie pour tout ce que vous avez partagé. J'ai l'impression que je raccourcis même qu'on aurait encore beaucoup de choses à dire, mais peut-être les coordonnées du hangar pour vous contacter ou pour contacter le hangar pour terminer. Alors, donc vous pouvez nous contacter soit par mail à hangar47@gmail.com, HANGART47@gmail.com ou par téléphone au 05 53 95 72 79. Et en conclusion, je vais quand même faire un petit rappel parce que c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup de débats. Je fais tout à fait la distinction entre
ma foi en tant que chrétienne et l'œuvre qui est le hangar, qui est une œuvre qui n'a pas d'étiquette, parce que je ne pense pas qu'on puisse considérer que le hangar est la foi. Oui, et puis chacun qui y est peut avoir sa vie personnelle, son chemin, sa foi ou pas. Voilà. Et ce qui compte, c'est de se mettre d'accord sur ce qu'on a envie de vivre ensemble pour faire changer les choses autour de nous, puisque ça, c'est la responsabilité individuelle de chacun d'apporter dans ce monde du bien, du mieux. Merci beaucoup, Élodie. Merci à vous. C'était le MAG des chrétiens en action. Une émission produite par Espoir FM et à retrouver en podcast sur www.espoirfm.com.